Zu Beginn des Hochmittelalters bahnt sich ein Machtkampf zwischen römisch-deutschem Kaiser und Papst an, zwischen höchster weltlicher Autorität und höchster geistlicher. Beide beanspruchen den ersten Rang in der Christenheit. Der Konflikt ist vorprogrammiert. Er eskaliert, als König Heinrich IV. Trotz eines päpstlichen Verbotes weiterhin die Bischöfe ins Amt setzt, also mit Stab und Ring die Investitur vornimmt. Die Laieninvestitur. Für Papst Gregor VII. Eine Kampfansage. Er will sich nicht von einem König auf der Nase herumtanzen lassen. Und so verbannt er den Provokateur kurzerhand aus der Kirche. Der Investiturstreit nimmt seinen Lauf. Au début du Moyen Âge, un bras de fer s'engage entre l'empereur romain germanique et le pape. La plus haute autorité temporelle et la plus haute autorité spirituelle revendiquent toutes deux la prééminence. Le conflit est inévitable. L'affaire s'envenime lorsque Henri IV du Saint-Empire persiste à nommer les évêques malgré l'interdiction formelle du pape. Il leur remet l'anneau et la crosse, signifiant ainsi leur investiture. Pour le pape Grégoire VII, c'est une provocation. Il refuse de se laisser ridiculiser et excommunie cet empêcheur de nommer en rond. C'est le début de la querelle des investitures. Si vous mettez ensemble ou face à face ces deux pouvoirs universaux, il faut trouver soit un mode de cohabitation, soit un mode de domination. Et dans l'histoire allemande, la domination a commencé par être celle de l'empereur sur le pape. Et ensuite, les choses se sont rééquilibrées jusqu'à arriver à un conflit très important qui occupe toute une grande partie du XIe siècle. Et c'est là où nous trouvons ce qui, aujourd'hui encore, dans la mémoire allemande, représente quelque chose de très important, qui est Canossa. Mitten im Winter reist Heinrich zur norditalienischen Burg Canossa, wo sich der Papst gerade aufhält. Der exkommunizierte König, zu Hause ohne jede Rückendeckung, muss zu Kreuze kriechen. 3 demütigende Tage lang lässt ihn der Papst vor der Burg warten, bis er schließlich einlenkt und den Kirchenbann wieder aufhebt. Mit dem Gang nach Canossa hat Heinrich seine Krone und sein Königreich gerettet. Aber im Machtkampf mit der Kirche hat der Papst gesiegt. In Frankreich verläuft die Geschichte umgekehrt. König Philipp der Schöne ist fast pleite. Seine Idee, den Klerus zu besteuern, wehrt der Papst entschieden ab. Statt weitere Worte zu verlieren, setzt Philipp auf schlagende Argumente. Der Papst ärgert sich. Zu Tode. Philipp hat jetzt freie Bahn. Zum ersten Mal in der Geschichte Frankreichs versammelt er alle 3 Stände. Er hat seine Leute hinter sich. En plein hiver, Henri IV du Saint-Empire se dirige vers le château de Canossa, le séjour du pape dans le nord de l'Italie. Le souverain excommunié, privé du soutien de ses vassaux, doit faire amende honorable. Le pontife le laisse attendre 3 jours dans le froid. Il finit par le recevoir et lever l'excommunication. Grâce à la pénitence de Canossa, Henri sauve sa couronne et son royaume. De ce côté-là du Rhin, c'est le pape qui a gagné. En France, l'histoire se déroule à l'envers. Le roi Philippe le Bel est au bord de la ruine. Il décide de soumettre le clergé à l'impôt. Le pape y oppose un refus catégorique. Mais au lieu de gaspiller sa salive, Philippe utilise des arguments frappants. Le pape est malmené, furieux, et finit par en mourir. Désormais, Philippe a la voie libre. Pour la première fois dans l'histoire de France, il réunit les 3 ordres, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie. Et lui, il bénéficie du soutien de ses vassaux. Le roi de France n'a pas ce problème avec le pape. Et il n'a même tellement pas ce problème qu'il pourra se permettre au XIVe siècle de jouer les grands seigneurs et lorsque le pape sera menacé à Rome, de lui proposer de l'accueillir
tout au bord de la frontière du royaume de France, à Avignon, et tout le long du XIVe siècle, nous aurons en vérité une papauté avignonnaise qui évoluera sous la coupe du roi de France.